Moi, je vais faire le mieux. Ouais, je te passe très bien, ouais. Bonjour à tous, bienvenue au Palais Brognard dans les locaux du pôle Finance Innovation. Aujourd'hui, on est heureux de vous accueillir pour présenter le partenariat entre Advestis, une fintech qui est membre du pôle Finance Innovation, et Fujitsu, un des top 5 de la computer science au niveau mondial. Alors, tout d'abord, avant de commencer, un tout petit mot sur Finance Innovation. Finance Innovation, c'est les clusters de la finance digitale et de la fintech. C'est 600 membres, 400 TPE, PME, 120 grands groupes, 60 ETI et une vingtaine d'académiques. Au sein de ce cluster, on labellise des projets. Donc, Advestis a été labellisé en 2016. On fait aussi des projets collaboratifs. Et c'est dans ce cadre-là de monter des projets collaboratifs et de la labellisation qu'on est heureux de mettre en avant aujourd'hui Advestis et Fujitsu. En fait, moi, historiquement, j'étais arrivé au pôle en 2010. J'étais chargé de mission R&D. Je m'occupais des collaborations entre les fintechs, les académiques et les grands groupes. Et un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était un projet, alors on ne disait pas les scénarios génératifs, adverses génératifs, à l'époque on les appelait autrement, mais il fallait que je trouve un grand groupe qui accepte de travailler sur ce sujet. Et en fait, je n'ai pas trouvé de grand groupe, à ma grande déception. Donc j'en avais contacté les banques, BNP, Natixis, Crédit Agricole et tout, ça n'intéressait personne. Et donc au final, j'avais réussi à trouver quand même un hedge fund, petit hedge fund français qui travaillait aux États-Unis. Mais c'était vraiment très difficile de sensibiliser donc, les grands groupes de la finance à ces sujets. Donc aujourd'hui, plus de 10 ans ont passé. On sent une maturité beaucoup plus forte sur le sujet. Et aujourd'hui, Advestis, donc, qui est une petite entreprise de la fintech, une petite entreprise technologique, s'est allié à Fujitsu, un grand groupe, pour accéder justement à ces grands groupes financiers. C'est compliqué pour une grande banque de faire des contrats longs avec des entreprises petites, pour la barrière des achats, etc. D'où le partenariat vraiment productif entre Fujitsu, une grosse entreprise, Advestis, et donc pour aller conquérir le marché. Donc on est heureux de vous présenter aujourd'hui ce partenariat, tout en sachant qu'Advestis a été labellisé en 2016, et on a vu le progrès d'Advestis depuis, donc, en termes je dirais, d'accès au marché, de nouveaux partenariats. Donc c'est ce partenariat qu'on vous propose aujourd'hui de présenter donc, plus en détail. Donc, je vais laisser la parole à nos orateurs, donc d'Advestis et de Fujitsu, et le débat sera animé donc, par Vincent Lapadu qui s'occupe de la gestion d'actifs dans l'équipe du pôle. Après la discussion, vous pourrez poser des questions donc, dans la salle, et puis on est en digital, donc online. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et donc, je laisse la parole à nos orateurs. Merci beaucoup. Donc, bonjour Christophe, bonjour Vijay. Donc, Vijay Saravané, Head of Product Europe de Fujitsu Fujitsu System Europe. Christophe Gessler, donc CEO d'Advestis. Il semblerait qu'on n'ait pas besoin du micro, donc je vais le reposer. C'est bien ça. Voilà. Très bien. Donc, un grand groupe, une fintech, donc, comme l'a expliqué Maximilien. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est voir comment finalement un producteur et fournisseur d'une offre technologique s'allie avec une société qui va, à partir d'algorithmes et d'accompagnement de ses clients, enrichir. Alors, dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce sont les modèles de gestion, mais donc à partir de cette offre-là et à partir de l'utilisation des GAN, comment est-ce que on va dire l'éléphant et la souris se sont rencontrés, comment Vijay est venu, je dirais, l'intérêt pour Advestis, et également, Christophe, comment est-ce qu'on fonctionne quand on est une société de pointe, mais de petite taille, avec un grand groupe comme ça. Donc, Vijay Saravané. Merci. Comment ça marche? Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous les participants d'écouter cette présentation et, in fine, ce lancement de la solution qu'on a créée avec Advestis. Donc, je vais commencer par présenter Fujitsu. Je pense que Fujitsu, beaucoup de personnes connaissent cette société. C'est une société japonaise au Japon. C'est la première société de services informatiques. Donc, si vous êtes allé au Japon, vous avez dû croiser Fujitsu un peu partout. Dans le monde, on se place 8e. Ça fluctue, hein, bien sûr. Et ce qu'il faut voir, c'est que Fujitsu est très intéressé par
le marché asiatique, mais investit énormément sur le marché européen. Alors, dans le monde, on est à peu près, je crois que là, les derniers chiffres, c'est 127 000 personnes. Il y a à peu près 70 000 personnes qui sont au Japon et il y a à peu près 40 000 personnes qui sont en Europe. Et ça démontre vraiment un intérêt de Fujitsu sur le marché, par le marché européen. Alors, pour 2 raisons. Bon, la première raison, c'est que, bien évidemment, il y a du business à faire en Europe, hein, ça c'est évident. La mentalité européenne accroche bien avec la rigueur japonaise et la mentalité japonaise. Et la deuxième raison qui est très intéressante, en tout cas pour nous Européens, c'est que la société Fujitsu reconnaît l'innovation technologique que peut apporter les Européens. Parce que on est finalement, en caricaturant un petit peu, plus créatif que la rigueur japonaise. Et finalement, la rigueur japonaise plus la créativité européenne forment des solutions qui sont à la fois innovantes, opérationnelles, qui durent dans le temps. Et donc c'est 1 + 1 = 3. Voilà. Donc l'intérêt de Fujitsu pour le marché européen n'est pas démontré, et donc ils veulent investir sur ce marché. Un autre point, Fujitsu, c'est un grand groupe, et donc le portefeuille client de Fujitsu est très vaste, et bien entendu, Fujitsu adresse aussi des clients du vertical financier. Donc là, on a pris 3 exemples parmi tant d'autres, mais pour vraiment montrer un peu les axes que Fujitsu peut apporter à leurs clients. Typiquement, le premier, le Banco CTT, l'idée, c'est dans ce projet-là, ça a été de digitaliser leur processus. Et donc, Banco CTT avait encore des processus qui n'étaient pas digitaux, qui étaient encore un peu manuels de temps en temps. Et le groupe Fujitsu les a aidés à digitaliser ces processus, à automatiser ces processus, à les rendre plus sécures, à aller plus vite pour prendre des décisions. Donc ça, c'est vraiment de la co-création pour digitaliser les processus. Et ça, Fujitsu peut vous aider et aider tous les clients dans ce sens-là. Le deuxième use case, ça a été d'aider Trinidad and Tobago Unit Trust pour scaler, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de plus de ressources, parce qu'ils avaient de plus en plus de demandes, et donc ils ont demandé à Fujitsu de les aider à créer un cloud privé pour pouvoir absorber la demande. Et donc, de la même manière, Fujitsu a été capable, worldwide, hein, parce que c'est quand même l'intérêt de Fujitsu, de leur apporter la solution dont ils avaient besoin. Le dernier use case qui est très intéressant, c'est comment Fujitsu peut aussi apporter de la nouvelle technologie dans votre domaine. Et donc là, on a aidé Melco pour optimiser leur portefeuille d'actions en utilisant une technologie qui est complètement unique à Fujitsu, qui s'appelle le Digital Annealer. Le Digital Annealer, c'est une technologie qui est précurseur du quantum computing. Et donc, aujourd'hui, on entend tous parler du quantum computing, mais on sait très bien que cette technologie-là n'est pas mature et on ne peut pas l'utiliser en production, et nos clients ne peuvent pas l'utiliser en production. L'idée qu'a eu Fujitsu et qu'elle a créé, c'est de créer un processeur qui va simuler ce que ferait un quantum computer. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qu'on peut utiliser en production et qui est aujourd'hui utilisé par Melco. Voilà. Donc, c'est vraiment trois exemples complètement différents, mais qui montrent l'apport que qu'une société comme Fujitsu peut avoir sur ces différents clients. D'accord. Donc, d'une certaine façon, vous créez des produits, vous mettez à disposition, vous créez des infrastructures qui
propre que vous proposez à vos clients. Vous proposez aussi de l'ingénierie, de l'accompagnement et du projet sur des domaines en pointe. Et vous faites appel ou vous rencontrez Advestis, qui est complémentaire, si je comprends bien. C'est bien ça que voilà. C'est la souris de l'attelage. La souris de l'attelage. Donc, je vais passer quelques slides pour présenter Advestis qui, disons, ne jouit pas pour l'instant de la même réputation que Fujitsu. Peut-être dans cette salle, on est quand même connu des membres de Finance Innovation, puisqu'effectivement, comme l'a dit Maximilien, on est membre depuis 2016. On était labellisé FinTech Innovante. Notre modèle est on est une organisation basée à Paris. On compte une quinzaine de salariés. Et on se présente comme une organisation de recherche sous contrat, c'est-à-dire qu'on propose des services de recherche à base d'IA et plus généralement de data science et de mathématiques, de l'optimisation, à des clients de différentes verticales, notre verticale historique étant effectivement les organisations financières, d'où le fait qu'on soit membre de Finance Innovation. Mais pour votre gouverne, je mentionne également qu'on travaille dans le domaine des nouvelles énergies, qu'on est également membre de France Hydrogène depuis 2 ans, avec des développements qui sont des passerelles très intéressantes entre les deux domaines. Notre spécialité, c'est du machine learning interprétable, enfin une de nos spécialités. On s'attache beaucoup à travailler avec de la connaissance existante, c'est-à-dire être capable d'enrichir des processus qui contiennent une dose d'expertise humaine, que ce soit de l'expertise financière, économique ou même physique, avec de l'IA autour qui va avoir pour but non pas de remplacer les opérateurs, mais de les aider à mieux faire leur travail. Voilà, donc c'est le terme de Physics Informed Machine Learning. Donc c'est quand on est capable d'incorporer une connaissance préalable d'un domaine, que ce soit en santé, en nouvelles énergies ou en finance. Voilà donc ce qu'on est aujourd'hui. Alors, why Advestis, c'est pour quelqu'un qui devrait nous choisir aujourd'hui, qui nous rencontrerait, quels sont les éléments qui nous différencient. Je dirais que parmi les éléments qui ont été mentionnés là, je vais peut-être insister plutôt sur 2 ou 3 points. Le premier, c'est qu'on a une expertise opérationnelle de déploiement en finance. On n'est pas que des théoriciens, bien qu'il y ait beaucoup de docteurs et de théoriciens dans l'équipe, mais on a une expérience depuis 2011 de déploiement de process qui utilisent de l'IA chez des clients, des vrais clients, donc des asset managers, une caisse de retraite. Donc, on est habitué aux aléas que peuvent rencontrer des process d'IA en déploiement. Donc, ce n'est pas uniquement de la théorie. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on développe des modèles sur mesure avec la problématique du client et ses données, modèles dont la propriété intellectuelle demeure chez le client. Donc, on ne va pas revendre ou redisséminer des idées qu'on aurait prises chez un client pour les présenter sous forme de produits à d'autres. À chaque fois, ce sont des développements spécifiques et qui restent chez le client. Et puis, effectivement, il y a ce troisième point, il y a cette capacité à passer à l'échelle qui, nous, effectivement, est tout à fait clé pour notre crédibilité parce que on a beau avoir déployé des modèles effectivement en production chez des clients, le fait de pouvoir s'adosser, se rapprocher d'un groupe comme Fujitsu nous donne une crédibilité qui est évidemment bien supérieure dans la capacité à la pérennité, la durabilité des modèles. Donc ça, c'est très important. Quelques clients avec lesquels nous avons travaillé au cours des dernières années, donc c'est assez varié. On s'est limité à la verticale finance ici, donc vous voyez qu'il y a 2 caisses de retraite, la CIPAV et AG2R La Mondiale. On a une filiale de compagnie d'assurance qui est AXA Investment Managers, donc un asset manager qui gère quand même 700 milliards d'euros, donc qui avait estimé qu'il était possible dès 2018 de travailler avec un groupe de la taille d'Advestis, sachant qu'à l'époque, on était un peu plus petit que maintenant, on était 7 ou 8 salariés, mais on a quand même fait des développements très intéressants ensemble, qui sont restés d'ailleurs chez AXA Investment Managers, qui, je pense, est présent aujourd'hui. Tout à fait, absolument. Il y a un hedge fund qui est Boussard et Gavaudan, sur des applications plus liées à du trading, disons, non pas haute fréquence, mais à des horizons de quelques jours, dans des domaines comme le global macro ou le long short equity, et puis des sociétés de gestion classiques comme Ecofi Investissement. Nous avons un biais, comme l'a rappelé Vincent, dans le domaine de l'ESG. On a été labellisé en 2016 pour une application qui était la première probablement à utiliser des techniques d'IA
pour valoriser des données ESG. Et c'était une mission qui était faite à la demande de Sustainalytics, qui est une agence de rating extra-financière qui a été depuis rachetée par Morningstar, donc qui est un des 5 gros de la notation ESG. Donc la problématique, c'est on a beaucoup de données, beaucoup de scores. Comment unifier tout ça avec des process d'IA pour en tirer une information exploitable par des gérants. Voilà un peu nos cas d'usage. Donc là, pourquoi le partenariat, justement, c'est là qu'il prend tout son sens. Je vais sauter sur l'occasion pour effectivement expliquer pourquoi Fujitsu s'est intéressé à une société comme Advestis. Bon, vous l'avez compris, Fujitsu, notre raison d'être, c'est d'aider le client à se transformer digitalement, d'apporter de l'innovation technologique chez le client. Mais apporter de l'innovation technologique pour apporter de l'innovation technologique, ça n'a pas grand sens. L'idée, c'est quand même de comprendre les problèmes des clients et de pouvoir les retranscrire sous forme digitale. Donc, la compréhension des problèmes des clients, Fujitsu, donc on est une boîte, on est une société informatique, on ne l'a pas toujours. Et donc, pouvoir s'adresser et s'adosser avec des partenaires qui sont dans le métier, qui sont capables de discuter directement avec le client, de comprendre leurs problèmes et de nous les retranscrire, c'est crucial. Et donc, en fait, partout dans le monde, la stratégie de Fujitsu, c'est vraiment de bâtir des partenariats avec soit des entreprises, soit des universités, soit des centres de recherche, pour bâtir des solutions innovantes, parce que c'est ça la clé quand même, bâtir des solutions innovantes, et utiliser le véhicule Fujitsu pour pouvoir les déployer au niveau mondial. Et c'est comme ça qu'on est capable d'adresser des grands groupes qui sont eux aussi mondiaux. Nous, Fujitsu étant mondiaux, on va être capable de pouvoir leur fournir le déploiement de la solution, plus le support de la solution, mais au niveau mondial. Donc, Advestis, finalement, ça a été presque une évidence. On les a rencontrés en 2020. On a beaucoup échangé, c'était avant le Covid. Après, il y a eu le Covid, on a continué à échanger, merci Teams, et on s'est rendu compte qu'ils avaient des talents, ils avaient vraiment beaucoup de talents pour construire des solutions en intelligence artificielle. Chez Fujitsu, donc ils ont beaucoup travaillé avec une équipe qui est à Toulouse. On a aussi des talents en informatique, en intelligence artificielle, et on s'est dit, il faut absolument que ces deux équipes puissent travailler ensemble, puissent bouillonner ensemble pour construire des solutions. Donc, l'expertise de Advestis, l'expérience de Fujitsu, ça permet vraiment de construire des solutions qui sont utiles pour l'utilisateur et surtout scalables, déployables au niveau mondial de façon rapide. Parce que, voilà, on veut mettre la R&D au service de l'opération, au service des opérations, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de la R&D pour faire de la R&D, on veut faire de la R&D pour que ça passe en production et pour que ça soit utilisé globalement par les sociétés. Donc, finalement, ce partenariat nous a paru évident et effectivement, depuis 2020, 2 ans, oui. Nos deux équipes travaillent toujours ensemble et ça a débouché sur une solution. Et c'est l'objet de cette présentation, d'annoncer la solution, de vous la présenter. Et on espère que vous soyez intéressés d'abord et que vous puissiez l'utiliser. Donc, le Jinko est le fruit, cette solution est le fruit de notre collaboration. Une co-construction finalement entre une équipe de R&D sur Toulouse de Fujitsu et l'équipe d'Advestis. Absolument, tout à fait. C'est ça. Alors, vous avez mis en œuvre. Voilà, bon, alors ça, c'est juste un aperçu des différentes modalités qu'on peut mettre en œuvre pour déployer de l'IA concrètement en tant que solution. Bon, on va surtout insister sur ce qu'on appelle l'intelligence augmentée, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la mise à disposition d'outils d'IA à des utilisateurs humains pour leur permettre de mieux faire leur activité.
mieux connaître leur process. Et alors, on introduit ce Jinku, donc le fruit de la collaboration entre Advestis et... Alors, nous avons l'honneur d'avoir deux exécutifs de Fujitsu Japon qui sont venus spécialement pour l'occasion et qui ont adopté le nom Jinku, qui veut dire artificiel en japonais. Alors, voilà, ceux qui sont présents digitalement ne les voient pas rire, mais voilà, le nom apparemment vous plaît. Et donc, c'est le nom qui a été retenu pour cette solution, qui est une solution de génération de scénarios artificiels, sur laquelle on va faire un focus un peu technique. Alors, d'un point de vue, bon, les principales propriétés de cette solution sont de produire des données en quantité virtuellement illimitée, des données de haute qualité, alors haute qualité au sens où elles imitent, à s'y méprendre, elles reproduisent avec une très grande fidélité des données de la vie réelle. Alors, à quoi est-ce que ça peut servir? Mais en fait, ça va servir principalement, la motivation, c'est d'augmenter des quantités de données disponibles quand on n'en a pas assez, quand ces données sont rares, qu'elles sont coûteuses à acquérir, tout ce genre de situation. Donc, l'industrie de la donnée aujourd'hui permet de générer, vous allez le voir, des quantités virtuellement illimitées de données artificielles qui vont reproduire très très bien des propriétés statistiques. Donc, on peut le faire dans des tas de domaines. D'ailleurs, Fujitsu le fait déjà dans le domaine des données de satellites. Exactement, je voulais rebondir sur ce que tu dis, Christophe. Cette technologie, Jinku, là, on l'a appliquée au vertical finance, mais elle existe déjà, elle est déjà utilisée par Fujitsu pour d'autres types d'usages. Et alors, je vais vous donner un exemple, ce qui est un peu confidentiel, mais donc on ne va pas le dire trop. C'est une technologie qui est utilisée par les militaires pour prédire les trajectoires des satellites et pour être capable de prévoir une attaque de satellites espions sur leur propre satellite. Et avec ce genre de technologie, ils sont capables d'anticiper la trajectoire du satellite espion et, in fine, d'être capables de déplacer un peu le satellite qui est attaqué pour éviter l'attaque. Voilà. Bon, c'est un vertical, enfin c'est un domaine qui est complètement différent de la finance et de ce dont on parle aujourd'hui. Mais in fine, c'est la même technologie et cette technologie, elle est déployée, elle fonctionne en opération, en production. Et ce qu'on s'est dit avec Christophe, c'est pourquoi pas adapter cette technologie au monde de la finance pour qu'elle soit prête, pareil, pour la production et pour le bénéfice des clients financiers. C'est ça. Alors, il a fallu... les apports que représente aujourd'hui la génération de données artificielles, ils sont assez multiples. Bon, je vais les passer brièvement parce qu'on va quand même aller à la présentation de la solution technique. Mais disons, quand on a des données qui sont, par exemple, qui ont des contraintes de confidentialité, de privacy, qui résultent par exemple du RGPD, la génération de données artificielles va être très commode pour s'affranchir de ces contraintes et par exemple fabriquer des données de clients artificielles sans qu'il soit besoin de leur demander un consentement. Voilà, on peut fabriquer des données purement artificielles. Ça va être très utile aussi quand on va modéliser des phénomènes extrêmes qui, par nature, se trouvent trop peu représentés dans les bases de données. On voudrait faire de l'apprentissage, mais on a peu d'exemples de ces phénomènes extrêmes. Et donc, là aussi, les données artificielles permettent d'enrichir les données et de mettre un focus particulier sur là où on n'a pas beaucoup de données. Ça peut également servir à des applications qui vont être gourmandes en exploitation de données, comme des applications d'apprentissage massif, pour lesquelles on a représenté deux ensembles de données, l'un un petit peu parcimonieux, un peu sparse, et l'autre bien rempli. Le remplissage peut être fait par des GANs. Donc là, je prononce déjà le nom de la solution, mais en réalité, pour l'instant, on n'en est qu'au stade du générateur de données. Donc, il a fallu, dans ce partenariat, se projeter un petit peu, réfléchir à des cas d'usage qui n'étaient pas ceux des satellites. Donc, on a réfléchi à ce que pourraient être des applications d'augmentation de données spécifiquement dans le domaine de la finance.
On en a trouvé 3 et on va vous en présenter une des 3. Donc, bon, la première, c'est je viens de le mentionner à l'instant, c'est la création de données anonymisées en banque et en assurance pour des applications de connaissances clients. La seconde, ça serait l'amélioration de performance d'outils d'apprentissage supervisé grâce à l'augmentation artificielle. Et enfin, la troisième, qui est plus complexe, c'est la génération de scénarios, pas nécessairement de stress test. D'ailleurs, stress test, c'est une application qui est demandée par les régulateurs dans le cadre de BAL 3, BAL 4 pour les banques ou solvabilité 2 pour les compagnies d'assurance. Mais on peut d'ailleurs imaginer des scénarios plus généraux qui ne soient pas que des scénarios de stress. Et là, on va en venir à comment ça marche. Donc là, on arrive directement un petit peu dans la technique. On va parler de GANs. Donc les GANs c'est un acronyme qui veut dire Generative Adversarial Network, donc réseau adverse génératif. Alors techniquement, c'est une paire de réseaux de neurones, de réseaux profonds. Donc ça s'appuie sur la technologie des réseaux profonds. Et c'est une paire qui va agir de façon adverse. Donc on peut employer une métaphore d'expert et de faussaire. Donc il y a un faussaire qui regarde un ensemble de données qu'il doit imiter. Ça peut être, alors, en l'occurrence, des visages humains. Et il va essayer de produire des visages jusqu'à ce que l'expert qui est en face n'arrive plus à distinguer les données artificielles des données réelles. Donc là, vous avez une image d'un petit garçon qui vient d'un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle thispersondoesnotexist.com. Si vous allez sur ce site, aléatoirement, il va vous générer à chaque fois un visage qui, comme celui-ci, sera sans doute indiscernable d'un visage réel. On ne peut pas dire s'il s'agit d'un visage artificiel ou réel. Alors l'image qui est à la droite, juste à la droite de celle-ci, qui représente un humain barbu aux cheveux noirs, alors ce n'est pas une image artificielle, c'est l'image de l'inventeur des GANs, qui s'appelle Ian Goodfellow. Il a inventé ça en 2014. Alors la petite histoire dit que c'est lors d'un dîner avec des camarades à Montréal. Ils ont réfléchi à ça. Ça s'appuie sur des maths assez puissantes qui en réalité remontent au XVIIIe siècle, à Gaspard Monge. En fait, l'idée, c'est d'arriver à, étant donné 2 distributions de probabilités qui sont matérialisées dans le schéma sous forme de tas de sable, à les faire coïncider l'une avec l'autre. Donc, vous avez la distribution des données artificielles et la distribution des données réelles. Et vous allez essayer, par une série d'opérations mathématiques les moins coûteuses possibles, de les faire coïncider. C'est ce qu'on appelle la théorie du transport optimal. Et il s'agit, en l'occurrence, on met au point une distance particulière qui s'appelle la distance du terrassier, qui est évidemment, du point de vue du terrassier qui doit transporter un tas de sable vers l'autre. Comment le faire avec un minimum d'opérations? Donc ceci, après un certain nombre d'opérations mathématiques plus ou moins complexes, permet justement à nos 2 réseaux faussaires et experts d'arriver à cette coïncidence des distributions de probabilité et d'arriver à un équilibre qui permet donc au générateur de produire des données qui sont indiscernables, qui appartiennent à la même distribution de probabilité que ce sur quoi il était entraîné. Qu'elles soient vraies ou fausses, exactement. Donc, je vous parle d'images. C'est employé aussi maintenant dans on peut reproduire, des GANs peuvent reproduire des textes littéraires avec même une notion de style. On peut faire des textes à la manière de Shakespeare ou de Victor Hugo. On peut reproduire des tableaux à la manière de Van Gogh, c'est assez connu tout ça. Donc comment passer de ces images au domaine qui nous intéresse, qui est celui des séries temporelles. Donc c'est là, je pense que, se trouve l'innovation à laquelle on est arrivé avec Fujitsu. Donc c'est d'arriver à faire non pas this person does not exist, mais this economic scenario does not exist. Donc de fabriquer des scénarios économiques qui ressemblent à s'y méprendre à des scénarios économiques historiques. Donc la difficulté, il y a plusieurs challenges quand même importants. Bon, je ne vais pas vous donner tous les dessous mathématiques de la chose parce que ça nous entraînerait très loin et je pense que ça finirait par vous ennuyer un petit peu, mais la dimension temporelle, évidemment, par rapport aux images est une différence importante. Et le fait de traiter avec des sources d'aléas qui sont variées et un peu hétérogènes, et notamment d'avoir à la fois dans le monde économique, on a des variables d'état qui bougent. On a par exemple le niveau de stress des marchés, la volatilité par exemple, le niveau général des marchés actions, l'inflation, la croissance, qui sont des choses
qui affectent l'ensemble des marchés, mais on a aussi des variables qui sont spécifiques à des actifs donnés comme des actions. Une action, ça a son propre score ESG, ça a sa propre market cap, sa propre dynamique de résultats. Donc, si on veut faire varier des portefeuilles d'actions en même temps sous des hypothèses économiques, il va falloir être capable de générer simultanément des trajectoires qui vont ressembler à des trajectoires qu'on aurait pu voir dans la vraie vie. Et donc, sur une action, on peut arriver, la théorie des mouvements browniens nous permet, on peut imaginer comment on génère des trajectoires de prix d'action qui ressemblent à des vrais prix. Ce n'est pas très, très compliqué, même si on sait que les trajectoires ne sont pas des vraies gaussiennes, qu'il y a toujours des événements extrêmes qui se glissent. Mais alors, quand on veut le faire sur plusieurs variables à la fois, sur 10 actions, et voilà, on imagine que ça peut devenir très compliqué. Et en plus, alors ce qu'on a découvert, ça c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé initialement, c'est qu'on est capable, par certaines techniques qu'on peut rajouter au-dessus de tout ça, de conditionner ces scénarios, c'est-à-dire d'inventer des possibles, de dire, supposons par exemple que le S&P baisse de 10% pendant le prochain trimestre, qu'est-ce que ça va faire sur mon portefeuille? Est-ce que mon portefeuille, si je suppose par exemple que le pétrole prend 20% dans les prochains mois, ce qu'on a observé depuis la guerre en Ukraine, comment ça va-t-il affecter? Voilà, est-ce que le portefeuille de financière va se comporter de la même façon qu'un portefeuille d'actions énergétiques? Voilà. Donc, comparer les effets d'un scénario dans lequel on force les possibles en introduisant des conditions, c'est quelque chose qui n'est pas donné directement dans les GANs. Il faut rajouter des features mathématiques en plus. Et c'est ce sur quoi nous avons travaillé avec Fujitsu au cours des 6-12 derniers mois, on va dire. Alors là, j'ai fait figurer ce graphe un peu cryptique qui représente ce sont des distributions bivariées. Bon, on a dans notre application, on a identifié 7 variables d'état principales. Alors, on en a pris 7, mais on aurait pu en prendre davantage. On a identifié la parité dollar-euro, le CDS, le taux de défaut de l'Italie, comme proxy économique de la crise des crises de dette, le niveau de l'or, le S&P, le VIX, les taux 10 ans dans la zone euro et le pétrole. Voilà, un ensemble, disons, assez raisonnable de variables économiques qu'on fait bouger les unes contre les autres. La première chose dont il faut s'assurer, c'est que non seulement les trajectoires individuelles de ces variables ressemblent à ce qu'on a pu observer, mais qu'en plus, quand on les fait varier, quand on regarde la façon dont elles bougent entre elles, eh bien, ce qui est capable, la façon dont le GAN, dont le réseau est capable de reproduire ça, ressemble à s'y méprendre à ce qu'on a déjà observé. D'où ces graphes de distribution. Tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'ils sont assez complexes et irréguliers. C'est pas vraiment des distributions gaussiennes bivariées, c'est des trucs un peu irréguliers, et que ces irrégularités, qui sont, alors les données historiques sont en bleu, le contour rouge, c'est la façon dont le réseau comprend ces aléas croisés et dont il est capable de les reproduire. Et alors, là, on peut dire qu'à l'œil, d'un point de vue visuel, le taux de reproduction est excellent, mais ça peut se mesurer par des scores de fidélité. Donc, cette notion de fidélité, c'est très important pour avoir confiance dans les résultats du réseau, savoir qu'il va générer des données qui sont quand même plausibles. Alors, si on regarde un petit peu à l'intérieur de la machinerie, bon, je ne vais pas être trop long parce que vous voyez des symboles mathématiques. Ce qui est important, c'est que sur l'axe du bas, on a représenté 2 périodes temporelles. Donc, on va en fait tirer au hasard des variations de toutes les variables qu'on regarde. On va tirer au hasard des variations de variables d'état, des variations des données, des grandeurs qui décrivent les actions qu'on a dans le portefeuille. Donc, j'avais parlé de score ESG, de market cap, ce genre de choses. Et donc, la puissance du GAN, c'est d'une part qu'il est capable, il suffit pour générer ces variations aléatoires, de tirer en fait au hasard des variables gaussiennes, et que la mécanique du générateur va faire passer ces variables dans une fonction assez complexe, la fonction du réseau, pour en sortir des variations qui, elles, sont dans un espace qui est à très haute dimension et qui vont ressembler à s'y méprendre aux données réelles. De la même façon que pour générer des visages au hasard, eh bien, le générateur de visages tire des paramètres au hasard
qui ne sont pas en très grande quantité. D'ailleurs, il y en a une cinquantaine de gaussiennes. Et en les faisant passer dans une fonction très complexe, il arrive à générer des visages qui ressemblent à s'y méprendre à des visages réels. Voilà, donc on est capable comme ça de générer des transitions aléatoires. Et puisqu'on a ça à disposition et que ça tourne relativement vite en inférence, il suffit de multiplier les tirages pour générer des trajectoires en grand nombre qui vont reproduire les aléas des données historiques. Donc retenez cette idée qu'on est capable très rapidement de générer des trajectoires aléatoires sur plusieurs variables à la fois, et qu'en plus, on peut conditionner ces trajectoires à des scénarios imposés par l'utilisateur qui vont lui donner une flexibilité pour regarder ce qui va se passer dans son portefeuille si le VIX monte, si le pétrole baisse, si les taux d'intérêt se quantifient, etc., etc. Permettre aux gérants, finalement, d'avoir des outils et des modèles qui sera en capacité de se projeter. Voilà, exactement, de se projeter avec l'évolution des marchés. Exactement, si par exemple le chief économiste de la compagnie d'assurance estime que pendant les 6 prochains mois, on va avoir une conjonction d'un pétrole toujours élevé, disons d'une inflation qui se manifeste par une pente des taux qui se quantifient, et en même temps des marchés actions assez irréguliers. Qu'est-ce que ça donne sur mon portefeuille? Quand on regarde les distributions de trajectoires qu'on peut générer à partir de ça, ce ne sont pas les mêmes trajectoires que si on n'avait rien supposé, que si on avait supposé que les marchés étaient simplement gaussiens sans condition. Voilà. Donc là, on a fait figurer, par exemple, un exemple de faisceau de trajectoires qui ont été appliqués à une action, l'action Allianz, en se plaçant en début d'année 2022, donc avant la crise de l'Ukraine, sous une hypothèse simplement d'une hausse du S&P. Et on voit que ces trajectoires sont légèrement biaisées vers le haut. Pourtant, ce qui est assez naturel, ça veut dire que si on suppose que les marchés actions dans leur ensemble montent, on s'attend à que cette action qui appartient au secteur financier et qui est plutôt corrélée avec le S&P, qu'elle monte aussi. Mais vous voyez qu'on n'a pas eu à fixer faire de modèles compliqués sur la corrélation entre Allianz et le S&P, d'ailleurs corrélation qui serait probablement instable. On a simplement laissé le réseau faire son travail. Et ça donne, à 3 horizons de temps différents, 3 distributions pour la valeur du portefeuille qui vont être de plus en plus dispersées. Alors, si on regarde un petit peu en détail les chiffres, je ne sais pas si vous les voyez de là où vous êtes, mais on peut calculer en plus les moments d'ordre supérieur de la distribution et s'apercevoir, ce qui est intéressant, c'est par exemple que la kurtosis de la distribution va avoir tendance à diminuer, c'est-à-dire que les risques extrêmes se trouvent plutôt sur des périodes courtes. Voilà, c'est ce genre de choses que permet d'obtenir le GAN avec un regard purement statistique, mais très informé quand même sur les données. Et voilà, pour terminer, concrètement, comment est-ce que ça se passe si on veut se projeter, si vous voulez vous projeter pour vous imaginer comment ça se passerait chez vous avec vos données et votre cas d'usage. Ce qu'il faut retenir, on a résumé ça par le terme ma propre usine de données, c'est que ce dispositif va pouvoir s'adapter à vos données. Et, premièrement, ça va commencer par une conception du monde financier. Donc, suivant que vous êtes une compagnie d'assurance qui regarde à 3 ou 4 ans, suivant que vous êtes un gérant obligataire ou un gérant action, évidemment, vous allez retenir des variables d'état différentes pour décrire le monde financier. Vous allez fixer ces variables d'état, on va vous aider à le faire, ça sera plutôt la partie Advestis de l'attelage. Ensuite, vous allez collecter ces données, ce qui est probablement déjà le cas. On va vous aider à collecter ces données, en faire un pipeline de données qui s'alimentera. Et ces données vont servir à entraîner le fameux Jinku, donc le réseau adverse génératif, qui sera alors lui entraîné probablement sur une infrastructure de calcul de Fujitsu, parce que à l'apprentissage est quand même assez long. C'est une opération qui demande plusieurs heures, voire plusieurs jours de calcul. Il vaut mieux le faire sur des infrastructures solides, dotées de suffisamment de mémoire, de suffisamment de processeurs. Donc, je ne sais pas si on peut mentionner peut-être des chiffres de processeurs. Là aujourd'hui, le modèle qu'on a entraîné, sur lequel on travaille et ce que Christophe a décrit, ça a pris à peu près 48 heures d'entraînement sur, il avait, je pense, une dizaine de processeurs. Donc c'est pas négligeable. On sait qu'on peut encore aller plus loin.
Après, ça va aussi dépendre des données des clients, du nombre de variables qu'ils veulent mettre dans ce modèle. Donc, ça peut rapidement être beaucoup plus élevé. Et d'où l'intérêt, effectivement, d'adosser l'expertise Advestis. Hein. Donc, on a bien compris que l'expert ici, c'était bien Christophe. Et l'équipe présente. Et l'équipe présente, hein, bien sûr, Advestis. Oui. Et donc, la puissance de productisation de Fujitsu. Voilà. C'est ça. Et alors, ce qui est intéressant aussi, et qui est souvent le cas dans les modèles d'IA, c'est que ce sont des modèles qui sont coûteux et longs à entraîner, qui demandent beaucoup de ressources de calcul. Mais une fois entraînés, ces modèles, finalement, prennent très peu de place en mémoire. Ce sont des choses... Un réseau, ça se décrit par quelques dizaines de milliers ou au plus centaines de milliers de paramètres, donc ce sont des nombres. Et en inférence, quand on veut l'utiliser en exploitation, c'est très rapide. C'est-à-dire que autant le modèle a été long à entraîner, autant pour produire 1000 scénarios sur 12 mois sur un portefeuille de 40 actions, c'est une opération qui se fera en quelques secondes. Donc, ça permet aux utilisateurs de varier les scénarios, de tester, de comparer sur différents portefeuilles. C'est extrêmement rapide. Donc, il y a on voit bien l'attelage entre la partie Jinku qui va être entraînée en entraînement par Fujitsu, qui va fournir la solidité et la pérennité de l'infrastructure, et la flexibilité, donc qui va être chez le client de changer les scénarios, de tester différents types de portefeuilles. Le client, finalement, peut changer les scénarios ou changer les variables qu'il va affecter dans ces scénarios. Alors, les deux, disons que les deux. Alors, l'une des deux opérations nécessite un réentraînement et pas l'autre. Alors, si on change simplement le scénario, on a fixé les variables qui décrivaient le monde, par exemple la hausse du S&P ou du pétrole, et on veut changer l'hypothèse sur le pétrole, la valeur d'un attribut, ça ne nécessite pas de réentraînement du GAN, donc on va pouvoir le faire tourner uniquement en inférence, c'est très rapide. Maintenant, si on veut rajouter une autre variable parce qu'on pense qu'elle est structurante, une variable de type coût de l'assurance ou spread des obligations, par exemple, des obligations risquées, là, il faudra réentraîner le GAN. Bon, c'est une opération qui, en termes de temps de calcul, va prendre quelques heures ou quelques jours. Il y aura une partie structuration en amont qui pourra être faite par le client seul ou avec l'aide d'Advestis et de Fujitsu, et mais qui donnera lieu à un nouveau modèle. Concrètement, vous permettez, à partir du moment où vous travaillez avec un client qui a compris comment ces hypothèses peuvent être mises en œuvre, entre guillemets, réalisées, produites, vous lui permettez par la suite d'avoir une vue sur quel temps opérationnellement pourrait me prendre le fait de changer une variable de cette hypothèse, là où la plupart des solutions finalement qui ne disposent pas de ce type d'infrastructure sont plus coûteuses en termes de temps, oui, et créer de l'incertitude, mettons, sur un responsable, sur un CIO, qui ne saura pas finalement qu'est-ce qu'il faut qu'il investisse pour absolument, avoir une réponse à une hypothèse. Tout à fait. On donne une visibilité, cette offre, et ce sera une offre non pas bien évidemment de régie ou de simple mise à disposition de calcul, c'est une offre globale qui permettra aux clients d'avoir une visibilité sur ces scénarios et de pouvoir en générer en fonction de ses besoins avec une visibilité dans la durée. C'est ça qui est très important, c'est, je pense, en fonction de ses besoins, c'est-à-dire que là aujourd'hui on a travaillé, Advestis et Fujitsu ont travaillé pour bâtir ce modèle sur un scénario et des données que Christophe et Advestis ont définies, mais ce qui a été fait est complètement transposable à n'importe quel autre client. Et donc ça, on va permettre, grâce à cette solution, la production de modèles spécifiques au client et qui restera la propriété du client, bien sûr. Tout ça soit avec des ressources qui seront chez le client parce qu'on est capable d'apporter cette solution chez le client, soit avec des ressources qui sont dans des clouds sécurisés parce que chez Fujitsu, on est capable aussi de bâtir des clouds privés pour vous et vos filiales. Et donc, tout ça
l'expertise, encore une fois, d'Advestis, l'expérience de Fujitsu, va permettre de créer, de co-créer ces solutions pour les clients. Voilà, je crois qu'on vous a à peu près tout dit. Donc, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est que ce soit en présence ou par la voie des ondes, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vais commencer à poser des questions dans le chat. Donc, toutes les personnes qui sont en digital, n'hésitez pas à les poser dans le chat comme ils ont fait vos prédécesseurs. La première question sera, donc bonjour, les modèles utilisés dans l'énergie sont-ils réplicables dans la finance? Alors, les modèles utilisés dans l'énergie, il y en a de plusieurs types. Je peux parler je peux parler d'une expérience, enfin un retour d'expérience sur une application que nous avons actuellement avec le laboratoire FEMTO de Belfort, qui est spécialisé dans les applications de l'hydrogène et qui est le hub européen de l'hydrogène qui qualifie, qui teste, qui fait les tests de piles à combustible, donc ces équipements qui permettent de produire du courant pour l'hydrogène. Ces équipements sont en pleine évolution. Au cours des 10 dernières années, il y a eu une évolution, une accélération des performances incroyable. Ces équipements doivent être testés pour les qualifier les données constructeurs, principalement la capacité de courant en fonction de la demande et l'estimation de la durée de vie, ce genre de choses. Donc, ça se fait par un passage sur des bancs d'essai. Donc, les équipements passent sur des bancs d'essai. On fait varier des conditions physiques comme la température, la pression de l'hydrogène, la pression de l'air, etc. Ces expériences, on simule également des situations de défaut comme un court-circuit, l'assèchement de la pile. Ces expériences sont destructives, elles ont un effet physique sur la pile à combustible, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les réaliser en aussi grand nombre qu'on voudrait. Vous me voyez venir, ça veut dire qu'on a des données réelles qui sont toutes les outputs de ces expériences physiques qui ont été faites sur les piles à combustible, mais néanmoins elles sont en quantité insuffisante, on a besoin d'autres données pour faire des études plus approfondies. Là, on a mis en œuvre exactement le même type de réseau adverse génératif qui produisent des données artificielles qui sont validées par des physiciens et qui permettent même de retrouver des lois physiques empiriques entre le courant et la tension sans qu'on ait eu à les apprendre au GAN. Donc ça fait l'objet d'un article qui est en cours de soumission à Applied Energy. Donc voilà, c'est, je dirais, un pont tout à fait direct entre des applications financières et les nouvelles énergies pour ce qui est de la réplication de la production de données artificielles. Juste pour mettre mon petit grain à l'édifice, j'aurais presque posé la question inverse. Est-ce que les modèles qu'on a développés pour la finance sont applicables au domaine de l'énergie? Et la réponse est oui. Oui. Parce que, déjà, la réponse est oui, parce que je pense que le Jinku est une technologie qui est finalement agnostique du domaine sur lequel on est. Totalement, oui. Je parlais tout à l'heure du domaine militaire avec des satellites. Ça n'a rien à voir avec le domaine de la finance et pourtant, on utilise la même technologie. Et aujourd'hui, donc on a cette solution qu'on a adaptée au domaine de la finance. Mais nous, Fujitsu, évidemment, on a aussi des clients dans le domaine des énergies renouvelables. Et cette technologie-là les intéresse. Et bien évidemment, on discute avec eux pour voir dans quelle mesure on va pouvoir utiliser la technologie Jinku dans ce vertical-là. Et on ira aussi avec notre partenaire Advestis parce que c'est un domaine qui les intéresse. Et donc voilà. Il y a un exemple de transfert de la finance vers les nouvelles énergies, c'est dans l'allocation de puissance. Quand on simule par exemple le comportement d'un petit réseau domestique, imaginez un réseau de quelques maisons alimentées par du photovoltaïque, par des panneaux solaires qui produisent du courant en cours de journée. Ce courant ne peut pas nécessairement être utilisé immédiatement parce qu'il est produit à midi et que la demande est plutôt vers 18 h. Et puis, surtout en hiver, quand la production de photovoltaïque est la plus faible. D'où l'idée qui est bien connue maintenant d'utiliser l'hydrogène, la conversion électrolyse et puis à combustible pour stocker de l'hydrogène de façon réversible, même si les rendements ne sont pas encore parfaits. Mais pour tester le fonctionnement de ces systèmes, on a besoin de données artificielles aussi. Et il faut donner, par exemple, des données de consommation
données de consommation de consommateurs en cours de journée, en cours d'année. Bon, ces données, elles existent, mais à une maille qui est très, très agrégée, évidemment, pour des raisons de privacy. On ne peut pas utiliser les données qui sortent des compteurs Linky telles quelles, évidemment, pour des questions de confidentialité, d'usage. Donc, on est amené assez rapidement, là aussi, à fabriquer des données artificielles qui vont servir à simuler, à faire des jumeaux numériques de systèmes énergétiques. Et donc, ça, c'est vraiment une application directe de méthode financière vers les nouvelles énergies. Merci beaucoup pour ça. On a donc une deuxième question. Qu'en est-il de la multitude de données ESG de vos clients? Sont-ils pluggables dans l'outil de Fujitsu et Advestis? Alors, c'est une très bonne question, effectivement, parce que les données ESG, elles illustrent parfaitement, c'est un cas d'usage idéal en termes d'hétérogénéité des données, parce que vous avez des données comportementales, des données de score d'environnement, d'empreinte carbone, qui sont des données relativement inertes, qui sont très différenciantes entre les sociétés, mais qui, pour une société donnée, vont bouger assez peu. Et vous avez aussi des données de controverse ou de gouvernance, qui peuvent changer assez vite, puisque les principales controverses, souvent dans les histoires récentes, ont frappé la gouvernance. Un gérant qui prend en compte toute cette multiplicité de données ESG, comme nous l'avons fait pour AG2R La Mondiale, il doit concilier ces données à la fois relativement inertes et des données qui bougent très très vite. Donc, si on veut fabriquer des données artificielles à partir de ça, effectivement, on voit bien que des modèles mathématiques vont avoir beaucoup de mal à le faire, alors que des données, un générateur tel que les GANs va pouvoir prendre en compte des corrélations assez fines entre différents paramètres de société, et ce sera effectivement possible avec cette technologie des GANs. Donc, dans le cas d'usage qu'on a présenté, je n'avais pas beaucoup insisté dessus, mais j'avais cité que parmi les variables spécifiques, les grandeurs dont on sert pour décrire les actions, on avait retenu au moins 2 paramètres ESG. Parce qu'effectivement, un portefeuille d'actions qui a une très bonne qualité ESG, dans des environnements de marché adverses, ne va pas forcément bouger, donner la même distribution que des actions qui sont déjà très borderline d'un point de vue controverse. En collaboration avec Advestis, qui s'appelle Ecophilia, qui justement permet d'agréger toutes les données ESG, d'optimiser ça pour en faire un fonds performant. Donc, moi, de la CIPAV, je représente la CIPAV, on a pu investir dans ce fonds qui est un exemple concret de l'utilisation de modèles pour utiliser toutes ces données ESG qui sont très diverses et très, très importantes. Tout à fait, oui. Alors ça, c'est un petit peu la quintessence, la synthèse de tout ce qu'on sait faire chez Advestis en matière effectivement de traitement des données ESG et également d'utilisation de méthodes d'IA interprétables, parce que donc la contrainte, le cahier des charges du client, c'était de créer un processus d'investissement qui s'appuie sur les données ESG mesurables, publiées par les agences de notation, donc cette problématique d'agrégation des différents fournisseurs, mais aussi que le résultat soit interprétable, parce qu'ils ne voulaient pas d'une black box. Donc là, évidemment, c'est pas des GANs qu'on a utilisés, parce que les GANs, on doit avoir beaucoup de qualités, ils n'ont pas toutes les qualités, ils ne sont pas forcément très interprétables. On leur fait confiance sur la base de choses qu'on peut mesurer, mais c'est difficile de vraiment démêler en profondeur comment ils arrivent à produire ce qu'ils produisent. Là, il s'agissait plutôt d'un exercice d'apprentissage supervisé. Donc, comment trouver des profils de société qui vont avoir tendance à surperformer leur indice ou au contraire à sous-performer en raison de la configuration de leurs paramètres ESG. Et en fait, on y arrive, et on y arrive même de façon interprétable. Donc, ça permet d'amener aux gérants des informations intéressantes sur des configurations d'actions à favoriser ou au contraire à éviter. Donc, merci Fabrice pour ce témoignage. Merci beaucoup. Une troisième question, cette fois sur le quantique. Qu'apporteraient des technologies quantiques à votre outil? Est-ce superflu? Alors, non, justement, en tout début de présentation, je présentais une solution que Fujitsu a apportée à un de nos clients dans la finance, qui est la technologie Digital Annealer. Et donc, le Digital Annealer, ce qu'on appelle le Digital Annealing, va permettre de simuler, alors beaucoup moins rapidement, mais va permettre de simuler ce que fera dans 5-10 ans
la technologie quantique. Et déjà, avec la technologie Digital Annealer, on a des gains par rapport à des processeurs x86 classiques qui sont de l'ordre de x100, x1000 pour des calculs de combinatoires. Parce qu'en fait, grosso modo, on va faire des calculs de combinatoires. Et avec cette technologie-là, par rapport à un processeur classique, on va avoir des performances x100, x1000. Le quantum computing, ça sera x1 million, x 10 millions. Hein. On n'en est pas encore là. La technologie quantum computing n'est pas stable. Elle est en phase de recherche, et ça, c'est important. Et d'ailleurs, Fujitsu participe activement à cette recherche-là. Mais déjà, avec la technologie qui existe aujourd'hui, qu'on peut utiliser dès à présent, donc cette technologie Fujitsu, on est capable d'avoir des gains de performance x10, x100. Donc aujourd'hui, on prouve finalement avec cette technologie que le quantum computing, ça sera quelque chose d'utile et ça sera quelque chose de très utile. Donc la réponse est oui, bien sûr. La technologie quantum computing sera très très utile et potentiellement sera utilisable dans la version 10 de Jinku, parce qu'on parle là de 5-10 ans. Ouais. Mais on a déjà quand même, on peut imaginer une version 2 ou une version 3 de Jinku qui va utiliser le digital annealing de Fujitsu. Oui, à l'appui de ce que tu dis, Vijay, on a effectivement déjà un cas d'usage, on n'a pas eu l'occasion d'en parler encore, mais on y viendra sans doute, sur l'optimisation de portefeuille dans lequel un problème qui est une nature combinatoire qui nécessite beaucoup de capacités de calcul. Quand on veut faire des transitions de portefeuille, de l'allocation d'actifs en présence de frais de transaction, ça devient rapidement très très compliqué. On a, nous, déjà réfléchi à l'utilisation d'autres méthodes d'annealing, comme le recuit simulé. On est tout à fait candidat à le tester sur le Digital Annealer de Fujitsu, bien évidemment. Bienvenue. Et donc, je vous invite à aller regarder le use case de la présentation sur Melco. C'est exactement ce qui a été fait, ce qui a été fait par Fujitsu. Parfait. Merci beaucoup. J'ai une dernière question dans le chat que j'espère vous comprendrez un peu mieux que moi. Utilisez-vous le transfer learning pour faciliter le réentraînement du GAN sur des nouveaux features de clients ou faire face à des nouvelles problématiques? Alors, c'est une très bonne question là aussi. La réponse est qu'on utilise déjà le transfer learning, effectivement. Alors, pas dans le cas d'usage qui est précisément décrit ici, mais dans un cas de reproduction de séries temporelles, quand il s'agit vraiment de modéliser des aléas temporels monovariés, mais de reproduire une trajectoire temporelle, il y a un avantage très net à transformer ces séries en images. Alors, bon, il y a une technologie qui permet de faire ça très bien, qui est la technologie des ondelettes, qui est un peu une extension de la transformée de Fourier, qui permet de représenter des trajectoires temporelles sous forme d'images. Et quand il s'agit de détecter des anomalies, donc c'est plutôt, là, on est plutôt sur des applications de détection de défauts ou détection d'anomalies dans des signaux temporels, des signaux d'origine physique, par exemple. Donc, il y a cet avantage très net à transformer les choses en images. Ensuite, donc, on est ramené au problème de devoir détecter des anomalies dans des images. Mais alors là, on a un gros avantage, c'est qu'on a GPT-3 qui a été entraîné sur des millions et des millions de corpus d'images. Il existe des réseaux pré-entraînés qui ont vraiment travaillé avec des capacités de calcul absolument énormes, dont on peut retenir les couches les plus basses pour ne modifier que les dernières couches. Et ça marche vraiment très très bien. Donc ça, on est en cours de test là-dessus. Effectivement, c'est pas exactement l'application que vous décriviez, mais c'est quand même une idée de transfer learning. Ça aussi, c'est très puissant. C'est que de plus en plus, dans le monde des réseaux de neurones, il y a un partage, un accès qui est possible à la communauté pour des modèles très complexes qui ont été entraînés sur des corpus de données auxquels personne n'a accès. Voilà. Et donc, libre à chaque utilisateur de les adapter, de les tuner, on pourrait dire, pour les adapter à un problème précis. Tout est bon du côté digital. A-t-on des questions dans la salle?
Sinon. Une question sur la partie institutionnelle. En fait, comment, par exemple, une caisse de retraite ou un gros assureur, un fonds de fonds, peut utiliser la technologie Jinku tout en sachant qu'ils font leur arbitrage une fois par an? Est-ce que ça peut les inciter à faire leur arbitrage plus souvent? Est-ce que c'est peut-être pas trop aussi pour eux? Voilà, comment vous vous situez par rapport, alors on a bien compris que c'est les asset managers sur les banques, mais plutôt sur les institutionnels qui sont dans des visions plus d'allocation d'actifs à long terme? Là, je vais répondre en parlant sous le contrôle de Fabrice Zamboni qui représente les institutionnels. Donc une vision à long terme qui est gouvernée par le souci de minimiser les risques à long terme et en même temps un souci de rentabilité, de préserver une rentabilité pour les assurés, pour les sociétaires ou les futurs retraités, avec des contraintes aussi de solidité du bilan sous des scénarios de stress. Alors, bon, les vues économiques, elles ne sont pas revues tous les mois comme chez un asset manager, loin de là. Elles vont être les transitions, les réallocations, elles vont avoir lieu une fois tous les semestres ou une fois par an. Mais il sera toujours intéressant d'être que le gérant ou que le gestionnaire de bilan soit plus informé, qu'il sache qu'il soit en mesure de faire coïncider les vues économiques de la compagnie. Si la compagnie pense qu'on est parti encore pour un monde inflationniste pendant 2 ans avec des taux relativement élevés, en fait, il aura une information plus fine. Il va pouvoir distinguer le devenir de son bilan sous différents types de scénarios, ce qu'il ne pourrait pas faire ou ce qu'il pourrait faire très difficilement sinon. Enfin, ça l'orientera, ça lui permettra d'orienter, de comparer différentes allocations sous l'angle du risque, conditionnés par des scénarios qui sont en cohérence avec ce que pense sa division économique. Donc, moi, je verrais une utilisation qui serait un peu tout au long de l'année, tester des scénarios, s'adapter en cours d'année et au moment des comités de bilan, des comités de gestion, de présenter aux instances dirigeantes différents scénarios de risque en fonction de ce qui est estimé comme probable par la compagnie. Donc participer finalement à la répartition, à la réallocation Exactement, de différents tiers absolument. De ces tiers en fonction de ces ratios de risque solva, à ces tiers d'investissement et Tout à fait, oui. Et à l'allocation de ces provisions techniques plus fréquemment potentiellement que de façon annuelle comme c'est voilà. Actuellement. Donc, un intérêt économique pour un assureur, on ne joue pas sur le S sur P de l'assurance, mais on joue sur la rentabilité derrière des garanties. Exactement, c'est de l'allocation de bilan sous contrainte de solvabilité, mais également conditionnée par des hypothèses économiques portant sur différents types de variables. Donc, Vijay Saravan, merci. Christophe Gessler, merci également. Donc, merci on a bien vous. pu voir finalement plusieurs solutions. Jinku, donc, qui est une solution d'entraînement et à laquelle vient s'ajouter les outils développés par Advestis. Finalement, une applicabilité sur des clients, alors on-premise, SaaS, un co-développement. Donc, il ne reste plus finalement qu'à vous faire rencontrer notre écosystème. Qui, je pense, sera friand de voir comment, à court terme, performer leur modèle, enfin comment est-ce que le couplage de vos solutions sera employé. Merci à vous. On sera tout à fait ravis de le présenter à toute personne ou organisation intéressée. Voilà. Solution de demande qu'à votre disposition.